Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré à la gestion de votre carrière au-delà des 50 ans. Je suis Olivier Fourmont, je suis consultant en développement professionnel et je suis accompagné de... Valérie Saguet, merci Olivier. Et donc, je suis également consultante en développement professionnel à l'APEC d'Avignon. Et j'aurai le rôle de modératrice et de vous accueillir dans le cadre du chat aujourd'hui. À toi, Olivier. Bienvenue à toutes et tous. Je suppose que vous êtes en train de vous connecter. Et donc, les petites consignes, puisque vous le constatez, on ne vous voit pas. Ce sera notamment de poser vos questions dans le chat qui doit être en bas chez vous sur la partie droite, comme chez nous, j'imagine. Voilà, vous aurez aussi la possibilité de voter pour des questions sur la partie en bas à droite, mais je vous recommande de tout mettre sur le chat et Valérie sera là pour, comment dirais-je, faire remonter également vos questions ou vos propos ou vos témoignages pour le plus d'interactivité possible. Voilà, on est ensemble jusqu'à 11h. Et nous sommes déjà 177 participants, Olivier. Wow, tu es grand magnifique, succès. Magnifique. Alors, nous sommes réunis autour des semaines de l'évolution professionnelle qui a lieu depuis ce lundi jusqu'au vendredi 20 octobre. Semaines qui réunissent l'APEC, Acture du CEP pour les cadres en activité ou non, mais aussi, bien entendu, le réseau EVA, le groupement Évolution, et puis nos territoires un peu plus éloignés avec BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, donc, qui sont des opérateurs du Conseil en évolution professionnelle pour les salariés du privé et les indépendants. Et voilà, nous avons jugé bon de mieux nous faire connaître et de mieux rendre visibles nos services auprès de vous-même. Vous constatez, c'est un événement 100% digital, il est gratuit, accessible à tous. Voilà, et il y a toute une série de thématiques, 100 webinaires, sur la période écoulée. Et ce qui nous réunit, c'est donc plutôt le côté carrière au-delà de 50 ans. Alors, une petite précision pour que tu sois bien à l'aise, Olivier. J'ai sondé dans le chat, donc déjà pas mal de femmes, comme le faisait remarquer une participante, mais il y a aussi quelques messieurs, bien entendu. Tout le monde t'entend à la perfection. Voilà. Alors, justement, super, merci beaucoup. Justement, dans cet objectif de mieux vous connaître, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous êtes cadre ou pas forcément, si vous êtes indépendant, qu'on apprenne à mieux vous connaître pour peut-être nous permettre d'ajuster aussi nos propos ici ou là. N'hésitez pas dans le chat, je suppose Valérie que tu vas avoir une ribambelle de petits messages, en train de lire. Mais ça nous permet de prendre le pouls, comme on dit, de notre auditoire. Donc voilà, je laisse peut-être une petite minute. Principalement, effectivement, des personnes qui sont cadres. Nous avons également quelques personnes qui sont indépendants à leur compte. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir quelques non-cadres et agents de maîtrise. Voilà. Voilà. Et même des DRH. Voilà. Oh. Bienvenue. Alors, donc la thématique, la carrière au-delà de 50 ans, pour revenir un peu sur le déroulé de ce webinaire, on va revenir sur cette notion du senior, de la seniorité, c'est quoi un senior, mettre en avant, bien sûr, poser le sujet des atouts des seniors, évidemment, prendre en compte les stéréotypes sur les seniors. On s'arrêtera évidemment activement sur les leviers à mobiliser pour finir sur justement bénéficier d'un conseil via le CEP et comment m'y prendre pour cela. Voilà les 5 grandes étapes dans ce webinaire. Et on va commencer dans le vif du sujet sur cette seniorité. C'est quoi un senior? Alors, je fais juste... Voilà. Alors, petite précision peut-être au niveau du document, parce que des questions vont arriver sur est-ce qu'on aura le PowerPoint à la fin ou pas?
Alors, Place pas soit dans libre. l'immédiat, pas dans l'immédiat. Vous verrez ces replays, ce replay en particulier, sous 15 jours sur le site du SEP, hein, de la semaine de l'évolution professionnelle. Voilà, donc pas dans les médias, mais vous pourrez retrouver ces accès et il m'a semblé entendu dire que c'était pendant un an, hein, je crois, Valérie. Tout à fait. Voilà. Alors, merci Valérie pour cette précision utile. Alors, sur cette seniorité, en fait, de quoi est-ce qu'on parle? De temps en temps, j'entends que on parle de 45 ans et plus. Et cette tranche d'âge, on va dire, va souligner la dimension mi-carrière, moitié de carrière. Donc, quand on aborde ça, on va se situer sur une problématique de mi-carrière. Ensuite, les 50 ans. Alors, ça figure dans les statistiques de certaines politiques publiques générales. Mais c'est plutôt 55 ans. Vous voyez, on ouvre une petite expérimentation à l'APEC là, très bientôt, et on a décidé de mettre ça accessible aux 55 ans et plus. Donc c'est plutôt le dernier quart, c'est ce que j'entends moi souvent, de par vos témoignages, hein, bien entendu, n'hésitez pas à les livrer dans le chat sur à partir de quand je suis senior. Et on va tout de suite mesurer qu'en fait, il n'y a pas une seule définition, ça va dépendre des perceptions des uns et des autres, et peut-être des univers dans lesquels on est. Alors, je précise que, voilà, avec l'allongement de la durée de travail, finalement, à 55 ans, on n'est pas si âgé que ça, et c'est peut-être les autres qui vont nous renvoyer cette image. Allez, je ne creuse pas tout de suite, je poursuis sur les illustrations, enfin, les facettes que peuvent prendre un senior. Dans les politiques de l'emploi, c'est 57 ans, que ce soit vis-à-vis du pôle emploi, dans les systèmes d'indemnisation particuliers, le CDD senior, voilà, les politiques publiques de l'emploi prennent souvent en compte cette dimension, cet âge-là, à partir de 57 ans. 60 ans, souvent, est un âge qui revient un seuil défini par l'État, les pouvoirs publics, les collectivités locales, pour un certain nombre de prestations sociales, l'ASPA, la SH, etc. Et dans le domaine médical également, les plus de 60 ans sont définis comme seniors par l'Office mondial de la santé. Voilà. 65 ans, lâche la retraite, et 70 ans, qui est à partir de 70 ans, tranche utilisée par notamment le corps médical, qui situe les premiers problèmes de santé sérieux à partir de 73 ans. Donc, ce qu'on peut en faire ressortir, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'âge légal définissant le senior, que le curseur il est variable, hein, quelque part. J'ai, moi, dans mon parcours, été rapidement confronté à, tiens, là, il est senior au bout de 4 ans parce qu'il a des bonnes pratiques. Et ça pointe l'idée de finalement peut-être moins retenir la notion d'âge, même si c'est bien facile à dire comme ça à l'antenne, et plus retenir la notion d'expérience. Voilà, un cadre expérimenté, en tout cas en termes de recrutement. C'est comme ça que les acteurs du recrutement parlent. En fait, ils parlent de cadre expérimenté. Peut-être il y a des témoignages ou des commentaires sur le sujet, Valérie? Pas pour l'instant, plus des petits échanges entre certains qui se posent la question, est-ce que c'est raisonnable ou réaliste d'essayer de se reconvertir à partir, alors la bataille est ouverte, hein, 52, 59, il y a un peu tous les âges qui arrivent, y compris en fonction des conditions de rupture, soit dans le cadre d'une rupture conventionnelle ou dans le cadre d'un licenciement économique ou autre. Voilà, donc pour certains, bon anniversaire, hein, puisqu'il y a aussi des proches anniversaires qui arrivent. Voilà, Olivier. Super. Et oui, parce que dans ces conditions d'arbitrage, à chaque fois, ce sont des réponses très personnelles en fonction de son parcours, de son expérience, de son vécu, de ses perspectives, voilà, ses intérêts à défendre. Voilà, donc c'est une réflexion globale. Ça montre qu'il y a nécessité de bien réfléchir à tout ça
et notamment sur le sujet de la reconversion, en effet. On y reviendra un petit peu plus tard, bien entendu. Alors, du coup, justement, ça pose la question de la seniorité, pose la question de, OK, mais en fait, qu'est-ce qui dépend de moi? Je ne peux pas changer mon âge. Qu'est-ce qui devait dépendre de moi? C'est de mettre en avant ce que j'ai à proposer, hein, et en particulier les atouts des seniors. Et dans ces atouts, donc ça c'est, on a questionné des managers encadrant au moins un cadre senior dans une étude qui date de 2021. Celle-ci est un peu ancienne, mais Valérie vous mettra sans doute un lien sur notre site corporate qui permet d'avoir accès à l'ensemble des études de l'APEC, et vous y retrouverez en tapant le mot-clé senior l'ensemble des études sur le sujet et pas simplement celles auxquelles nous faisons référence dans ce slide. Toujours est-il qu'on a questionné donc ces cadres seniors, enfin ces managers qui ont encadré au moins un cadre senior, et on leur a demandé parmi ces atouts dont les cadres seniors peuvent faire bénéficier une équipe, lequel, d'après vous, d'après votre expérience, apporte-t-il le plus fortement au cadre plus jeune, hein? Lequel de ces atouts apporte-t-il le plus fortement par rapport au cadre plus jeune? Et ce qui revient majoritairement, c'est le côté expérience. On y faisait allusion par rapport aux questions d'âge, leur expérience des cas et des situations possibles, qui est vécu plutôt comme un atout à 25%. Deuxième critère qui ressort, une dimension d'expertise technique à 20%. Et puis ensuite se talonne la connaissance des clients, fournisseurs, partenaires, donc la partie un peu externe, leur connaissance des rouages internes de l'entreprise, différents métiers, organisations, etc. Bien sûr, les compétences relationnelles, le savoir-être, 14%, et leur connaissance de l'historique de l'organisation et de son activité à 11%. Voilà un petit peu une vision mesurée, chiffrée, de ce qui est perçu par ces managers et qui rend visible cette dimension expérience et expertise. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas à ça. Et globalement, ce qui ressort, c'est aussi, on les apprécie pour leur maturité. Ils sont davantage, et vous le verrez vous voyez sur ce petit écran, est-ce que je suis moins apte parce que je suis senior ou plus apte, autant ou plus en étant senior? Et donc vous voyez que sur l'ensemble, hein, que ce soit autant apte ou davantage apte, finalement sur la transmission des connaissances, on voit bien tout le bénéfice de ces profils seniors. Sur une capacité à désamorcer un conflit, il y a 49 ou 47%, contre 4% sur le fait qu'ils seraient peut-être moins aptes. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont bien ancrées, bien marquées. Sur la capacité à prendre des décisions, les seniors sont plutôt très bien perçus, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'évidemment les juniors ne sont pas en mesure de prendre des décisions, mais ça veut dire que, en tout cas, leur expérience leur sert, hein, dans ces prises de décision. Une capacité à évaluer la difficulté et le temps d'une tâche, à 53% ou 44%, autant apte ou davantage apte. Capacité à piloter un projet, là encore, c'est pas, je dirais, le monopole des seniors, mais néanmoins, dans cette capacité, on estime qu'en tout cas, ils ne sont pas moins aptes, en étant seniors, ils ne sont pas moins aptes à piloter un projet. C'est pas si neutre que ça, hein. Évidemment, ça n'interdit pas le jeunisme ici ou là, hein, qu'on peut constater, mais néanmoins, cette dimension projet ressort, et la dimension entretenir des relations avec un client, où je suis autant apte qu'avant en étant senior à hauteur de 55% contre 3% sur le fait que je serais potentiellement moins apte. J'observe que par exemple sur les univers techniques aussi, dès qu'on est sur des marchés où il y a une dimension technique, cette seniorité peut-être davantage encore s'exprimer, peut-être. En tout cas, c'est pour moi un élément qui vient le renforcer. Voilà, donc dans l'ensemble, on retient de leurs atouts cette dimension de maturité fortement appréciée. Mais là encore, il
il y a des éléments encore à souligner pour cette capacité à prendre du recul et cette dimension de posture relationnelle. Alors, on parle souvent de savoir-être, et évidemment, vous évoquiez tout à l'heure la situation de la reconversion. Bien sûr, il y a mes compétences, mes savoir-faire, et il y a aussi, dans ces cas de reconversion, quelque chose qu'on mobilise bien volontiers, qui est ce savoir-être, qui est évidemment fort apprécié des recruteurs. Ça ne s'arrête pas aux seniors, évidemment, ça touche tout le monde, mais disons que le cadre senior va apporter peut-être quelque chose un petit peu différent. Et là, en l'occurrence, il pointe que ces cadres seniors les gens au contact de ces cadres seniors ne se sentent pas en concurrence avec ses collègues. Et à la limite, j'ai le même âge que mon collègue, je vais devoir prouver des choses. Je fais face à un collègue qui est senior, j'irai peut-être lui confier davantage, plus volontiers les choses. Et dans justement ce côté relationnel, interrelation entre les collègues, le senior incarne un peu le lion. Hein, voilà. Alors, 59% des managers considèrent aussi qu'il n'y a pas de conflit intergénérationnel dans leur équipe. C'est-à-dire que quand, en effet, j'ai un senior dans l'équipe avec des gens plus jeunes, ils constatent que le fait d'avoir un senior n'est pas en soi quelque chose qui génère du conflit intergénérationnel. On y verrait plutôt, de la part des managers, une vision de complémentarité. Voilà. Alors, j'évoquais ce lion, ce rôle de lion, on pourrait le formuler par une dimension de régulateur des relations sociales, reconnu finalement dans l'entreprise. Ce cadre senior va incarner peut-être souvent un côté bienveillant, loin des rivalités, une forme de bouffée d'oxygène pour leurs collègues et leurs managers. Alors après, évidemment, c'est selon peut-être les perceptions des uns et des autres, mais c'est quelque chose qui ressort assez souvent. Ils sont reconnus par leur enthousiasme, leur loyauté, tant par rapport à l'entreprise que dans leur travail, dimension peut-être aussi de fidélité, ouais, loyauté, fidélité, quid d'un public plus jeune qui finalement, au bout de 4 ans, peut-être voudra quitter l'entreprise. Et puis, peut-être en fin de carrière, imaginez, j'ai 60 ans, peut-être que je n'aurais pas très envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs et peut-être du coup être engagé dans ce que je fais et plutôt fidèle. Donc évidemment, on pointait tout à l'heure aussi cette idée de transmission, hein, pour passer le relais, pour assurer une continuité. Ce sont des profils qui sont très intéressants et parfois, du coup, les RH, les recruteurs, ou les RH en particulier, comment dirais-je, vont peut-être un peu occulter cette notion ou en tout cas, c'est important de bien penser à cette transmission qui n'est pas toujours aussi, comment dirais-je, respectée ou en tout cas valorisée dans l'entreprise. C'est peut-être une dimension sur laquelle les RH peuvent progresser. Peut-être nous avons un DRH parmi nous, peut-être peut-il nous livrer ce témoignage en particulier, son vécu de recrutement de profils plus seniors. Alors, j'ai quelques questions, Bien si sûr, tu veux bien bien, sûr. Olivier. Tout d'abord, Patrick qui nous demande si tu pouvais faire un petit zoom arrière sur la slide précédente et Bien sûr. notamment les 74% de cadres seniors qui ne se sentent pas en concurrence avec leurs Oui, collègues cadres. oui, Il y a beaucoup de remarques quant effectivement à cet aspect de jeunisme ou d'agisme. Je ne sais pas dans quel oui. sens on doit le prendre. Mhm. Et puis, j'en me permets aussi de faire une petite remarque. Il y a un certain nombre de nos participants qui font état aussi d'une rupture ou en cours de rupture avec leur employeur dans le Oui, cadre d'un épuisement professionnel, pour pas lâcher des mots voilà, qu'on oui, maîtrise un petit peu moins. Voilà, si tu as bien sûr, quelques points là-dessus. Donc les bien sûr. 75% et puis voilà, l'épuisement peut-être professionnel et comment on rebondit par rapport à ça. Merci Oui, à bien toi. sûr. Bah, merci à vous parce que ça permet, en fait, ça fait une transition juste sur l'écran suivant. Vos remarques viennent à point nommé.
parce qu'effectivement, on a évoqué les atouts, mais évidemment, on va prendre en compte des freins ou des stéréotypes. Et du coup, en fait, c'est des deux côtés. Et pour les seniors, une des difficultés parfois, bien sûr, vous évoquiez des événements douloureux qui ne sont pas forcément anticipés, parce qu'il y a une décision brutale de l'employeur. On est dans le monde de l'entreprise et ce monde est parfois difficile. Donc, il y a peut-être dans les freins que vous pouvez rencontrer, il y a une dimension de deuil de l'emploi précédent. Imaginez, j'ai 20 ans de boîte, 20 ans de groupe. Oui, on ne change pas comme ça, en fait. Et c'est d'autant plus traumatisant, entre guillemets, si la rupture a été rapide et non prévue. Et on sait les réorganisations fréquentes et leur incidence sur les décisions sur tel ou tel collaborateur, le cas échéant. Donc, on a soi-même des freins et c'est, j'ai presque envie de dire, normal d'en avoir en fait. La question, c'est comment je les travaille, bien entendu. Il y a cette question du deuil qui est souvent un frein important et on le voit quand on reçoit sur le premier rendez-vous, on le voit fréquemment avec les cas que l'on reçoit. Il y a aussi une difficulté à rebâtir un projet professionnel clair. Là aussi, ça demande du temps, c'est un temps de réflexion pour sous-peser. Souvent, on va d'abord considérer une phase de recentrage sur ses propres besoins, pour ne pas se guider simplement par les autres, mais en fait, son propre guide, se dire qu'est-ce qui est important pour moi. Et puis, bien sûr, on va s'autoriser des pistes pour les besoins qu'elles font ressortir, jusqu'à mettre ça à l'APEC, on parle beaucoup de projet de cœur, projet de raison et plan B, autour des hypothèses et perspectives pour la suite. Si je devais aller au bout, il y a encore un enjeu aussi d'exploration et de validation des conditions de marché. Bref, tout ça, ça se construit, ça prend du temps et c'est pas si simple que ça de se déterminer. Il y a ceux qui viennent tout de suite avec des idées assez précises et d'autres qui se questionnent. On viendra un petit peu sur les leviers qu'on pourrait actionner, trouver des solutions par rapport à un temps de réflexion. Voilà. Et puis, bien sûr, l'idée aussi je vais transférer mes compétences, les appliquer peut-être à un nouveau domaine. Et donc, il y a faire grandir cette projection, faire grandir, bien se représenter les spécificités peut-être de ce que je vise en fait, les univers, les secteurs, les types d'entreprises, et de se dire c'est quoi ces spécificités. Vous voyez qu'il y a finalement une posture à prendre, c'est je suis apporteur de solutions. Et dans cette dimension d'apporter des solutions, il va falloir que, en fait, on ne vous connaît peut-être pas encore, sauf si vous arrivé par du réseau. Mais si c'est une réponse à candidature, à offre, bien, on ne vous connaît peut-être pas encore. Il y a cette dimension de démonstration et d'argumentation de ces compétences. Et j'en discutais encore avec une collègue il y a quelques minutes avant ce webinaire, et elle me disait que elle venait d'être confrontée à quelqu'un qui avait du mal justement à se valoriser en fait et à expliquer à quelqu'un que ne connaissait pas encore son vécu. C'est des choses qui peuvent s'exercer bien entendu avec l'APEC, mais il y a un temps là aussi qui peut venir freiner, ralentir la mise en mouvement. Et puis, ça, c'est plutôt les freins côté candidat. Il y en a bien sûr d'autres, évidemment. On n'a qu'une heure de temps, donc c'est difficile de tout aborder. Et bien sûr, il y a l'autre axe des recruteurs que, bien sûr, souvent les seniors subissent un peu, il faut dire les choses. Ou en tout cas, on doit faire avec, mais il y a cette possibilité de subir un peu trop et puis du coup, parfois, de ne pas très bien le vivre. Alors, ils font l'hypothèse qu'un senior peut avoir un positionnement salarial un peu plus élevé. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que justement, il n'est pas dans l'idée souvent de mettre un compromis, de faire un compromis, à voir selon la latitude des uns des autres? Le recruteur est quand même le premier aussi à mettre en avant la notion de diplôme. On le voit dans les annonces, très clairement. Peut-être penser aussi que le recruteur
que le senior, pardon, manquerait, entre guillemets, de flexibilité, il ne serait pas assez flexible. En fait, dans cette idée-là, il y a peut-être l'idée qu'il a été formaté par les univers qu'il a connus. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu à prendre en compte tous les codes en présence par rapport à ma cible. Donc ça va être la connaissance marché qui va un peu conditionner les choses. Et puis, il y a l'idée reçue, et c'est une idée reçue, ça ne veut pas dire que c'est une vérité en soi, de peut-être moins maîtriser, par exemple, les outils informatiques. Parce qu'en étant plus expérimenté, plus âgé, j'ai moins d'aisance avec ça. On voit l'aisance des nouvelles générations par rapport à ça, notamment via les réseaux sociaux. Et finalement, est-ce que c'est bien une réalité qui s'imposerait à tout le monde? Bien sûr, sans doute que non, en fait. Et donc, ça laisse la latitude. Oui, Valérie, tu voulais peut-être Alors, réagir. voilà, parce qu'il y a... Les gens suivent, ils sont vraiment connectés, ils devancent même tes propos. Beaucoup d'échanges autour de l'intergénération, bien entendu, de la question du salaire qui est posée, la question aussi de la fracture numérique qui peut être considérée. Oui. Donc là, on est effectivement dans les mêmes représentations que tu évoques, mais j'aurais souhaité aussi partager le témoignage de deux personnes là qui écrivent. Alors, il faut juste que je le recherche. Voilà. De Pascal notamment, qui nous dit parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges au travers de l'épuisement professionnel. On voit aussi que c'est quelque chose qui est important et on en parlera peut-être, mais très rapidement dans des sources que vous pouvez apporter. J'ai mis le lien vers la semaine de la santé mentale que publie l'APEC aujourd'hui d'ailleurs. Pascal nous fait part, voilà, il a beaucoup de chance, il a 52 ans, il n'est pas en épuisement pro, il a du sens dans son activité parce qu'il est spécialiste dans le domaine de l'organisation et des facteurs humains. Il est manager de transition. Et ma position, nous dit-il, me permet de ne pas avoir à subir quoi que ce soit et de proposer des solutions. Précision qui a son importance, je suis salarié d'un groupement d'employeurs et donc je permets de cumuler effectivement ce côté de salarié tout en étant indépendant et en étant allé sur un axe du management de transition. Et je pense que ça va faire aussi la transition avec ce que tu vas apporter. C'est pour ça que je me suis permis d'apporter ça. Et puis il y a un petit point qui revient aussi par rapport aux freins des recruteurs, notamment Cécile qui nous dit certains recruteurs sont très jeunes et parfois ils subissent aussi la pression des managers, de leur hiérarchie par rapport à ça. Bon, les salaires, bien entendu, ça c'est chose courante. Donc je te laisse continuer et je reviendrai te faire un petit coucou pour te faire part des témoignages de nos interlocuteurs. Merci encore. Merci beaucoup, merci Valérie. Oui, j'entends qu'en effet, en termes ça pose des questions de stratégie et de recherche, puisque si vous répondez à des offres d'emploi, ça va vous confronter à ces critères des recruteurs. La question clé, c'est est-ce que j'obtiens l'entretien d'embauche, auquel cas je pourrais argumenter et défendre la valorisation de mon profil. Le sujet, c'est effectivement si je n'ai pas les entretiens d'embauche, comment je fais. Donc, c'est là où venir nous voir en centre peut être utile pour identifier, pour faire le diagnostic et de voir quelles sont les sources, les axes d'amélioration par rapport à ça. Mais effectivement, dans les leviers que je vais pouvoir mobiliser, je vais casser un petit peu l'ordre de présentation, on pourrait s'appuyer fortement sur la démarche réseau. Juste pour prendre de la hauteur ensemble sur cette dimension de stratégie. Dans 8 cas sur 10, les offres sont diffusées sur apec.fr, grosso modo. Il y a 2 chiffres clés. Dans 8 cas sur 10, les offres sont diffusées. Je suis bien sur le marché de l'emploi cadre. Donc en fait, sur le marché de l'emploi cadre, le marché est beaucoup plus transparent qu'on ne le croit. Pourquoi ça coûte 0 € à une entreprise de diffuser une offre sur apec.fr? Donc d'un côté, je vais me nourrir du marché et je vais prendre des repères, prendre des informations. Je réponds, je ne réponds pas. Et à côté de ça, un recrutement sur 2 se fait autrement qu'en réponse à offre. Un recrutement sur 2 autrement qu'en réponse à offre. Évidemment, ça va varier selon les secteurs, le type de métier, selon ce qui est un petit peu, comment dirais-je, attendu. Imaginez, je cherche un poste de commercial. Bon, un recruteur, il lui semblerait sans doute cohérent que j'arrive par le jeu de mes contacts
ou d'une approche. Le commercial, pour avoir un client, il ne tape pas à la porte pour dire j'ai besoin d'un client. Il va partir de l'approfondissement des besoins. Et dans cette posture, c'est bien de se dire dans mon marché, qu'est-ce que j'ai envie de faire et à qui j'ai envie de le proposer. Donc, dans ces leviers, pour dépasser ces freins, il y a en effet cette connaissance du marché du travail afin d'affiner son projet professionnel qui souligne une dimension de mise en mouvement. En fait, je vais aller vers les gens. Je vais aller vers, certains vont faire des enquêtes métiers pour vérifier leur projet. Et dans ce cadre, ils peuvent vérifier les types de salaires pratiqués. Et du coup, quel est mon positionnement un écart de plus de 10% sur un positionnement salarial peut commencer à interroger, on va dire. Donc, soyez au clair et approfondissez cette dimension-là. Bien sûr, pouvoir mettre en relation ces compétences au service de mes cibles. Donc, ce n'est pas nécessairement toutes mes compétences, tout ce que je sais faire, c'est ce que je valorise en lien avec ce que je vise, pour m'éviter de m'entendre dire je suis surdimensionné, ce genre de choses. Bien entendu, identifier les entreprises qui recrutent, mais pas que, parce que je peux très bien identifier des entreprises qui apparemment ne recrutent pas et qui en fait recruteraient dans 3 mois et où finalement, dès lors que j'ai mon projet, je peux me dire ok, ce projet, je pourrais l'héberger chez quel type d'employeur. Et du coup, comment je tisse mon réseau vers ces acteurs. Évidemment, dans ce recentrage sur soi, sur ses atouts, c'est pouvoir valoriser ses points forts et pouvoir les mettre en avant et en lien avec sa cible. Donc, il y a ce côté, cet ancrage sur la dimension réalité du marché du travail, qui pose le sujet aussi de la reconversion, c'est-à-dire comment... via la reconversion, je vais m'emparer de ces sujets-là. Et vous voyez qu'il y a un gap et je vais chercher à le combler. Donc, cette mise en mouvement, elle est centrale. Et souvent, je l'établis après une phase de recentrage sur mes propres besoins d'abord et avant tout. Donc ça, c'est un bon signal, se dire, je regarde les offres, est-ce que je sens les décalages ou pas? Si je le sens, ça veut dire que sans doute, il faut que je revienne un peu en arrière en disant, il faut que je me ressente sur mes besoins, mes motivations, mes valeurs, mes centres d'intérêt, mes compétences. C'est un bon indicateur, un bon révélateur de se confronter au marché en se disant qu'est-ce que je ressens par rapport à ça. Peut-être qu'il faut que je prenne le temps, du coup, pas chercher à aller trop vite. Désamorcer les préjugés en deuxième axe de levier, et c'est cette posture d'apporteur de solutions, tout est imbriqué, mettre en avant mes compétences, mes qualités, pouvoir démontrer ses réalisations. À la PEC, on a des ateliers sur le sujet. Et puis peut-être aussi, comme je porte mon projet, je le valorise, il y a une dimension d'anticiper les doutes, c'est-à-dire que je prends quelque part un peu le lead sur un entretien et je vais donner du sens à mon propos, je vais voir respecter une espèce de fil conducteur. Vous voyez, il y a cette dimension un peu de pouvoir anticiper et signifier que je le fais en conscience en fait. J'ai identifié ce qu'on pourrait m'opposer et je vais déjà, j'y ai travaillé en amont, j'ai réfléchi à ces choses-là parce que je sais sur quoi je suis attendu et je sais quelque part sur quoi il faut que je rassure quelque part. Un recruteur, il s'agit de le rassurer. Toujours pour dépasser ces freins, on l'évoquait, le réseau, constituer, entretenir, mobiliser, et souvent c'est développer son réseau sur quelque chose, ou voilà, sur mon domaine, ou sur le domaine que je vis, je n'ai pas de réseau. Donc il faut que je le développe et que j'emmène mon réseau vers des nouvelles personnes. Et il se trouve que ça tombe bien, c'est les liens faibles qui l'emportent sur l'approche réseau et pas les liens forts. Donc en fait, il faut oser, c'est surtout ça, oser. Là aussi, on a des ateliers sur le sujet. C'est pas forcément une démarche très naturelle, et donc vous accompagner là-dedans. Il y a des choses qui peuvent être mises en œuvre, non pas pour vous imposer des choses, mais pour que vous y trouviez des choses que vous pouvez vous approprier, peut-être pas tout, mais certaines choses qui vous correspondent. Être flexible sur ces critères de recherche d'emploi et disposé à faire des concessions. Alors, sur niveau de responsabilité, moi j'aime bien parler de périmètre aussi de responsabilité, périmètre de mission, au-delà des responsabilités. Temps de travail,
lieu de travail, hein, partie de télétravail, qui va avec la notion de localisation géographique aussi. Évidemment, les confinements successifs ont beaucoup fait bouger les lignes de ce côté-là. Le salaire, on l'évoquait, le type de contrat, le secteur d'activité visé. Alors, cette flexibilité, elle appartient à chacun. Moi, j'ai souvent coutume de dire, vous êtes le capitaine du navire, essayez de maintenir le cap sur la base de ce qui est prioritaire à vos yeux, et puis ensuite ajuster vos moyens. Qu'est-ce qui fait que je garde le cap? Parce que justement, je suis en mouvement et que je cherche à orienter mes moyens, ma stratégie sur quelque chose qui est prioritaire à mes yeux. Et après, j'ajuste. Mais tout est une question d'appréciation, de situation très individuelle. Être ouvert aux différentes formes d'emploi, vous l'avez évoqué, on avait un beau témoignage en management de transition. Il y a effectivement ce qu'on appelle les formes alternatives d'emploi. Là encore, à l'APEC, on a un atelier dédié à ça. J'ai mis le lien, Olivier. Super, merci à toi. Des choses qui, c'est pas qu'elles soient méconnues, mais auxquelles on ne pense pas forcément, cette dimension de portage salarial, par exemple. Bien sûr, la création d'entreprises est un grand classique en termes de, si je devais considérer ces moments de carrière, est-ce que je vais sur de l'expertise, est-ce que je vais sur du projet d'équipe, du management d'équipe, est-ce que je vais sur la créa, est-ce que je vais sur la transmission de savoir. C'est des grandes thématiques qu'on voit très fréquemment sur ces publics seniors. Peut-être à ce stade, est-ce que tu as d'autres retours via le chat? Beaucoup de contacts avec Pascal qui a interpellé justement par rapport au management de transition. Oui. J'ai mis le lien sur l'atelier. Peut-être faire un petit lien sur le management de transition, la fédération professionnelle du management de transition que vous pouvez trouver. Je vais vous mettre le lien dans le chat dès que je l'ai trouvé, sur lequel il y a des webinaires qui expliquent, gratuits bien entendu, la posture du manager de transition, tout ce qui peut exister aussi par rapport à ça. Beaucoup d'échanges aujourd'hui aussi sur le burn-out, et puis on a aussi quelques questions sur la question du salaire. Donc j'ai déjà mis le lien vers le webinaire Négocier son salaire en entretien et le simulateur, mais voilà, jusqu'où on peut baisser pour que ce reste crédible, etc. Alors sur cette notion, sur cette notion de salaire, effectivement notre simulateur, donc on a des outils sur apec.fr, tout simplement les 3 petits traits horizontaux à gauche du logo APEC. Quand vous allez sur notre site, en cliquant dessus, vous arrivez sur tous nos outils en ligne, dont le simulateur de salaire. Alors ce n'est qu'un simulateur, donc je vous encourage à quand même garder une forme de prise de recul par rapport à ça et de hauteur. Mais bien sûr, vous pourrez en discuter avec un consultant s'il s'agit de pointer ce positionnement et d'évoquer ce positionnement. Souvent, moi, je ne recommande pas, entre guillemets, pardonnez l'expression sur ce canal, mais je ne recommande pas de baisser sa culotte. Donc oui, il y a un compromis, mais solder ses compétences, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent sur le marché de l'emploi cadre. Donc, par contre, faire un compromis, oui. Donc, signifier justement, potentiellement, que ça permet de remettre sur le devant de la scène, au-delà du salaire, ce qui est prioritaire à vos yeux, peut-être un contenu d'activité, de mission, pour que ça permette de traduire aussi vos motivations et votre intérêt dans le contenu de ces missions. Voilà. On enchaîne, il est 10h41. Je pense qu'on est à peu près dans le timing sur le rapprochement des acteurs du CEP. Tu es parfait au niveau du timing qu'on avait évoqué. Et là, ça tombe bien aussi parce que tu es totalement en synchronicité avec nos participants qui commencent à se partager entre eux ou qui continuent des pratiques, des expériences. Donc, on y parle de management de transition. Je vois Cécile qui nous parle aussi de portage salarial. Certains parlent de bilan de compétences, de formation, de reconversion. Donc, je pense que c'est vraiment raccord avec ce que tu vas évoquer maintenant. Merci Valérie. En effet, on arrive sur cette dimension qui nous réussit toutes et tous aujourd'hui, cette dimension de conseil en évolution professionnelle, des acteurs du CEP. Et bien entendu, au-delà des questions de société, des questions générales, c'est qu'est-ce qui m'appartient à moi d'essayer de mettre en œuvre. Et donc, un des premiers dangers, c'est de rester isolé.
Et donc, il y a cette dimension d'aller vers, d'être accompagné, d'aller solliciter un regard extérieur. Sur les questions d'épuisement, de burn-out, peut-être d'abord auprès d'un professionnel de santé, pour favoriser les conditions de reprise du dessus, hein, quelque part. Et souvent, il ne faut pas forcément aller voir trop vite un acteur du CEP, plutôt d'abord penser à sa santé et travailler dessus. Et puis ensuite, en effet, dans ces leviers, les bilans de compétences, dès lors que je veux conduire un travail de réflexion, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur sa phase de recentrage sur moi-même, sur mes propres besoins, bilan de compétences qui va durer sans doute 3 à 4 mois. Hein, donc vous voyez qu'il faut que je m'autorise ce temps de réflexion. Hier, j'avais quelqu'un justement qui posait les choses et qui se disait « mais tout s'est enchaîné chez moi, j'ai jamais pris le temps en fait ». Et là, il y a un déclencheur, effectivement, qui ne m'appartient pas, c'est des réorganisations au sein de l'entreprise et qui font que ça m'oblige à, quelque part, à prendre les rênes et essayer d'anticiper un petit peu. Donc, elle envisageait le bilan de compétences. Donc, ce travail peut avoir pour objectif d'identifier ses compétences, apprendre à les valoriser et à les argumenter, même à choisir celles sur lesquelles on veut s'appuyer et ce que je ne veux plus faire. Hein, c'est souvent ce qu'on entend. D'abord, c'est qu'est-ce que je ne veux plus faire, qu'est-ce que je ne veux plus du tout. Souvent, ça part de ça, c'est-à-dire de mes insatisfactions. Définir, on l'évoquait, tester un projet, c'est-à-dire que voilà, peut-être qu'à un moment donné, il faut s'autoriser, puis je ne peux pas avoir toutes les réponses sur le papier, à un moment donné, il faut que j'essaye, il faut que je teste. Mais tester, ça ne veut pas dire vendre tout de suite, c'est peut-être d'abord tester pour soi-même être convaincu. Donc, c'est d'abord plutôt le vérifier, des petites actions à chaque fois. Voilà. Analyser, confronter le marché du travail, se confronter au marché, c'est ce qu'on évoquait aussi. Là aussi, dans nos outils, on a DataCadre en particulier qui peut donner quelques chiffres sur le marché selon les métiers. Et puis, rien ne vaut la rencontre des professionnels. Hein. On évoquait le réseau, mais on évoquait aussi les reconversions. Moi, ce que je conseille, c'est quand j'envisage une reconversion, c'est 10 contacts avec des professionnels. Pourquoi 10 ? Un qui est junior, un qui est senior, un qui est dans une petite boîte, un qui est dans une grosse boîte, un qui est dans le privé, un qui est dans le public, un qui est chez un prestataire, un qui est chez le client final, etc., etc. En fait, si j'envisage une formation, le mieux, c'est de contacter quelqu'un qui a fait la formation à laquelle je pense et parce que le consultant APEC sera peut-être dans la délicatesse de dire il n'est pas là pour donner les bons lauriers aux organismes de formation et puis et de punir les autres. Donc, chacun va se faire son propre avis, en fait. Et c'est là où vous êtes acteur de votre projet, que vous allez chercher à vérifier les choses. Les TRE, ce qu'on appelle dans le jargon les techniques de recherche d'emploi, maîtriser les outils et les techniques de recherche d'emploi. Donc, il y a le côté projet en amont, je travaille, et puis ensuite, mon plan d'action pour optimiser mes outils et ma façon de vendre mon offre de service. Donc, les fameuses techniques de recherche d'emploi, on a plein d'ateliers sur le sujet au niveau de l'APEC, mais chez les autres opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, évidemment, ils vont avoir leurs outils également. Et puis, entretenir son employabilité, on peut tester une visibilité, vérifier son employabilité, par exemple, en mettant en ligne un CV. Si je me questionne sur ma valeur, si on devait me contacter, qu'est-ce qu'on va me proposer, voilà, ça peut être un test. Je peux tester mon CV pour peut-être me rassurer, pour voir si ça donne des choses et pour me servir des enseignements pour orienter un peu l'accompagnement derrière ou ma stratégie. Entretenir son employabilité, c'est peut-être aussi, au-delà de la rendre visible, c'est peut-être de se former, hein, bien entendu, que ce soit au sein de l'entreprise, hein, quand je suis toujours en poste, pour anticiper de futurs changements, en particulier le PTP, le projet de transition professionnelle qui permet de me former en restant dans les effectifs, pour peut-être une future reconversion. Donc, vous voyez que là encore, j'aborde la question de la stratégie. En fait, il y a plusieurs dispositifs et venez nous rencontrer en centre APEC et on mettra ça à plat pour justement, en fonction de l'objectif, définir la stratégie. Allez, alors,
Alors, juste petit point par Bien rapport sûr. à ça et avant que tu passes, parce que ça avait déjà été un peu devancé. Ils sont vraiment hyper connectés, nos participants. Tu as un peu parlé de la mise en relation. C'est quelque chose qui est aussi arrivé dans les échanges parce que, alors, la mise en relation, on va parler du CEP, tu vas l'évoquer là. Mais effectivement, dans les changements de métier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur la reconversion, tu Oui, l'as dit et on va le répéter, effectivement, ne pas s'engager dans un projet de reconversion sans avoir testé son marché, son oui, oui. appétence, Mm, rencontré des gens. mm. Et vous avez la possibilité, tous, autant que vous êtes, que vous soyez en activité ou demandeur d'emploi, de tester votre projet par le biais d'une période d'immersion. Donc, je vais vous mettre rapidement une petite présentation de cet outil dans le chat, comme ça vous permettra de le connaître. Voilà. Oui, dispositif un petit peu spécifique qui était dans les mains du Pôle emploi et sur lequel l'APEC a eu délégation récemment. Retenons l'idée que le conseil en évolution professionnelle, voilà, la formulation à l'écran, constitue un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur sa situation pro et le cas échéant, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Retenez l'idée que c'est gratuit, que ça reste confidentiel, hein, c'est-à-dire que moi, quand je reçois, c'est mon focus, c'est pas pour l'emploi, c'est le candidat que je reçois. Hein, donc, c'est évidemment de la confidentialité, comme un psychologue avec les personnes qu'elle reçoit. Là, c'est pareil. Dans une posture plutôt neutre, hein, on se veut le plus accessible possible, et puis impartial, c'est vous qui décidez. Hein, et l'objectif, c'est pas forcément conditionner les choses, c'est vous qui êtes maître de vos décisions et qui donnerez les directions que vous décidez. Voilà, donc sentez-vous libre. On l'évoquait pour qui? Alors, il y a des acteurs, on va dire, peut-être principaux, et puis les autres. Retenons l'idée que pour toute personne, donc d'un côté, je suis inscrite à Pôle emploi, je peux me diriger vers Pôle emploi, mais si je suis cadre, et inscrit à Pôle emploi, je peux choisir Pôle emploi et l'APEC si vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça. De la même façon, si j'ai un handicap, je peux me rapprocher de Cap emploi, que je sois demandeur d'emploi ou pas. Si je suis jeune, bon, là c'est un peu moins notre audience normalement, moins de 26 ans, ce sont les missions locales. Et puis après, ça peut dépendre des acteurs locaux, hein, puisque ce sont, il y a des appels d'offres qui ont été conduits dans le cadre du CEP, et donc c'est des acteurs régionaux qui peuvent avoir gagné ici ou là telle ou telle région. Le groupe EVA, c'est essentiellement le CIBC, le groupe Evolution, c'est Tingari qui est derrière. Voilà, puis vous verrez, donc voilà, vous pouvez vous rapprocher si vous n'êtes pas cadre de ces acteurs, tout à l'heure que vous êtes salarié ou indépendant, et vous allez avoir le site sur lequel je zappe voilà, sur mon CEP. Si vous posez la question, c'est qui mon acteur du CEP? Écoute, Mon-CEP.org. Olivier, mais tu Oui. es formidable. Sandrine vient de poser la question et tu exauces son vœu en lui projetant, effectivement. Voilà. Alors, je Donc, reviens un tout Sandrine petit Ponder, peu, mais c'est spécial effectivement. pour vous. Alors, oui, évidemment, les choses il y a une forme de fluidité, les questions arrivent naturellement, c'est bien normal. Alors, juste peut-être de revenir sur ces différentes situations que vous évoquiez, en fait, avec l'épuisement professionnel, le burn-out, les sujets de reconversion, etc. Alors, là, on pointe entre guillemets des thématiques, là, pour le coup, il n'est pas très approprié ce terme, mais voilà, il peut être question de, à un moment donné, vouloir faire le point. Hein, je peux aller mobiliser un acteur du CEP sur mon évolution professionnelle, même quand je suis en poste. En fait, je ne suis pas nécessairement dans un désir de changement, mais je peux vouloir faire le point. Pas hésiter à vous rapprocher de votre acteur du CEP. La reprise ou la création d'activités, on peut avoir, on a des ateliers, on a des accompagnements, devenir entrepreneur. Si j'ai envie de me lancer, spécifiquement sur la créa, il y a des choses qui peuvent être mises en œuvre avec votre acteur du CEP. Le développement des compétences, là on parle de développement et pas simplement de valorisation. Le développement, ça passe sans doute par, alors fait le lien en dessous avec les certifications, avec des formations diplômantes ou certifiantes. En tout cas, pour se développer soi-même, il peut être et servir sa stratégie, son projet
il peut être question, en effet, d'aller renforcer telle ou telle compétence, que ce soit en mode projet, ou que ce soit sur une reconversion, mais évidemment, ça peut être de l'anglais, c'est multiples et varié. Donc là aussi, il y a, est-ce qu'en creusant ma piste, finalement, il me suffit de, voilà, je crois en ce que je fais et je vais me rapprocher d'organismes de formation parce que déjà mon projet est assez ficelé, et je me rapproche d'organismes de formation en mobilisant mon CPF. On a parlé du CPF, mon compte personnel de formation, qui me permet de financer ma formation et me donner les moyens du coup de mon projet à venir, que je sois en poste ou non. Je peux mobiliser mon CPF, on a 500 € par an. Voilà. La reconversion ou la transition, et oui, demain, est-ce que je franchis le pas? En effet. Et vous voyez que si je ne franchis pas, c'est quand même un grand pas en particulier, qui nécessite donc un temps de réflexion. Valérie le disait très bien, avant de prendre des décisions, les préparer en amont et ne pas hésiter à se rapprocher d'un conseiller en évolution professionnelle pour faciliter ces décisions. La mobilité, interne ou externe, je ne suis pas obligé de quitter ma boîte. Je peux très bien solliciter un acteur du CEP pour m'aider à réfléchir à comment évoluer en interne. Et souvent, ce qui revient souvent, c'est « Ah, ben, en fait, non, j'en parle pas ». Et on s'aperçoit que, voilà, on discute avec le salarié et on le revoit quelques temps après et il a pris l'initiative d'en parler. Et ça, souvent, ça déclenche plutôt des choses positives. C'est-à-dire qu'on a souvent des réticences, mais si c'est bien amené, il n'y a pas lieu d'être nécessairement de se bloquer. En tout cas, ça ouvre souvent un champ du possible. Mais peut-être en parler en amont. En tout cas, cette problématique de mobilité interne, évidemment, elle est importante. Et c'est un grand axe des mobilités. Elles ne sont pas forcément externes, elles peuvent être évidemment internes. Voilà, peut-être que c'est aussi un sujet, la mobilité interne, qui, je sais pas, fait réagir peut-être Valérie. On n'en a pas trop parlé. Non, on est plutôt là à fond sur la reconversion, l'immersion avec des témoignages de personnes qui ont déjà fait. Alors effectivement, il y a eu une petite rectification. Pascal le reprécise. Alors c'est Pascal Le cette fois-ci qui permet effectivement de faire une immersion jusqu'à 1 mois maximum, mais ça peut être découpé. Et j'ai une question qui a été posée et j'avoue que là j'étais sans réponse. Les acteurs du CEP pour un indépendant, mais j'étais en train de regarder sur le site CEP, voilà. C'est exactement ça, allez voir, parce que ça va dépendre peut-être de la région sur laquelle vous êtes aussi. Après, si vous êtes indépendant, mais que vous avez été cadre salarié par le passé, et que demain vous réfléchissez à revenir sur un poste salarié, vous pouvez peut-être vous revenir vers l'APEC, même en étant indépendant. Par contre, si le sujet est le financement de formation pour des indépendants, c'est peut-être se rapprocher de son OPCO pour approfondir ça. Dans tous les cas, oui, vous allez sur moncep.org pour vérifier de quel acteur vous dépendez en particulier. Voilà. Donc après, voilà, une participante aussi évoque, et je pense que tout le monde l'a vu, mais je le répète au cas où, il y a un webinaire dans les semaines du Conseil en évolution professionnelle dédié à l'immersion. Donc Olivier vous montrera un petit peu les webinaires, je crois, où vous avez encore la possibilité de vous inscrire s'il y a des places. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore du temps, à le faire. Voilà. Alors effectivement, c'est pas toujours facile de trouver une entreprise qui puisse vous accueillir. C'est pas toujours connu, mais il faut en parler. C'est aussi chacun des acteurs. On fait aussi l'éducation auprès des entreprises, mais ça fonctionne très bien quand on arrive à le motiver. Et dans tous les secteurs, ça demande plutôt de l'approche directe, pas de l'envoi de mails en masse, parce que sinon les gens ne comprennent pas toujours. Puis il faut être très clair. Comme l'a évoqué Olivier tout à l'heure dans la question du réseautage, il faut être très clair sur l'objectif et ce que vous allez en faire. Voilà. Oui, je pointerai moins la PMSMP et peut-être aussi dans les actions de formation, la pertinence à envisager des formations qui ont un minima un stage où vous savez la cote de l'alternance, même si elle n'est pas aussi efficace qu'on le voudrait en volume, mais néanmoins, c'est vrai que pour des recruteurs,
ils vont souvent attendre du cadre l'expérience du domaine, mais si mon expérience est dans un autre domaine, comment je prends appui là-dessus, hein? Donc c'est une espèce de fil rouge, de fil conducteur pour donner du sens quand même à votre trajectoire, en instrumentalisant ça au service de... c'est pas les tiroirs que j'ouvre, hein, c'est ce que fait votre esprit. Je peux m'appuyer sur telle compétence, ça je l'ai fait à tel endroit, mais il faut que je l'adapte à ma cible, à ma projection, et mettre mon parcours passé au service de ce que je vis, ce qui va m'obliger à faire des choix dans ma com. Et dans voilà, ce que je pose par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi, hein, bien sûr. Donc ça va conditionner le périmètre des missions. Donc oui, privilégier une formation pour ces reconversions où il y a un stage, parce que ça vous permettra, le cas échéant, de valoriser cette partie pratique en entreprise, tout en vous servant bien sûr de ce parcours passé pour le mettre au service de votre argumentation, parce que vous voyez que si vous avez plus d'expérience, il vous sera plus facile d'aller sur quelque chose qu'il s'agit de s'emparer et où il s'agit de convaincre que justement je suis en mouvement, hein, et que je m'empare de ça, alors qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ne vont pas aller au bout de cette reconversion et qui, pour X raisons, on va dire, hein, ne franchissent pas ce pas. Il nous reste deux Oui, minutes, Olivier. Alors, Donc, il y a des échanges qui se continuent sur les modalités. Je pense que tu peux peut-être oui, conclure et puis voilà, c'est ça. dire à nos participants très actifs et très curieux de comment est-ce qu'ils peuvent aller plus loin. Et j'essaye de trouver la réponse pour Nadège en attendant qu'ils se demandent CEP en tant que fonctionnaire et assimilé. Alors, fonctionnaire, c'est directement près de votre structure de fonction publique de rattachement. Et vous avez pour l'instant encore un régime un peu particulier puisque vos CEP sont en interne. Voilà. Alors, merci effectivement pour ce cas de figure c'est une somme de situations un peu spécifiques. Alors, justement, comment faire? Donc, par exemple, pour la PEC, prendre rendez-vous depuis notre site internet, hein, pour avoir quoi, hein? Partir d'un conseiller individualisé, c'est être reçu en individuel, pour exprimer votre demande, hein, votre besoin, accéder peut-être à un premier niveau d'information, et puis d'identifier le plan d'action, de poser le plan d'action en fait, hein, donc identifier les démarches possibles, l'éventuelle suite à donner, et puis si vous souhaitez aller plus loin avec le consultant, effectivement avoir un accompagnement derrière pour avoir ce regard extérieur sur l'ajustement de votre projet, de votre plan d'action, de votre stratégie pour la suite. Voilà, construire un plan d'action, c'est essentiel, on parlait de mise en mouvement tout à l'heure. Et puis analyser mon projet, sa faisabilité et avoir ce regard extérieur dessus. Donc se rapprocher de votre conseil en évolution professionnelle pour un suivi à l'instant T ou un conseil à l'instant T ou un accompagnement en fonction de ce que vous souhaitez. J'ajoute juste que, par exemple, au niveau de la PEC ne preste plus de bilan de compétences. Donc il faudra se rapprocher par rapport à un acteur du CEP, un organisme qui preste les bilans de compétences, puisque malheureusement, avec la mise en place du CPF, le bilan de compétences étant finançable par du CPF, la PEC ne peut plus être sur ce champ d'intervention du bilan de compétences. Voilà, Valérie, est-ce que tu voulais peut-être conclure ? Eh bien, écoute, tout d'abord, remercier tous nos participants, la richesse de leurs échanges, leur présence jusqu'au bout, hein, parce qu'ils sont encore tous là, Olivier, très interactifs. On voit que c'est très, très dense et très complet. Donc, je pense qu'Olivier vous a bien fait passer le message. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un acteur du CEP. C'est gratuit. Donc, ça, c'était une question qui était posée, reposée. Donc, je le reprécise. C'est gratuit. On est là pour vous conseiller, faire un premier point avec vous et soit continuer avec vous, soit vous orienter sur le dispositif qui sera le plus adapté en fonction de votre situation, car comme certains d'entre vous vous l'ont dit, on n'est pas sur des statistiques quand on est dans le conseil aux individus, on est vraiment sur vos singularités et elles nous sont chères. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, à être curieux. On vous a mis plein de liens tout au long de cette animation. Et puis, je vous remercie à tous pour vos témoignages. Il y a plein de merci qui arrivent, Olivier. Je pense que tu peux peut-être les voir un petit peu en même temps, plein de belles choses. Merci en tous les cas à vous. Et puis, Olivier, j'ai été ravie de faire cette co-animation avec toi également. Plaisir. Voilà. Un grand plaisir, Valérie. Merci à toi. Et puis, merci pour vos interventions les uns et les autres. C'est formidable. Je vois qu'effectivement,
ça a été assez vivant, donc j'en suis ravi. Et puis, j'y ai trouvé du plaisir, et j'ai l'impression Valérie aussi. Et puis, je croyez en vous, hein, croyez en vous, et puis mettez-nous en mouvement. Mettez-vous en mouvement. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et puis, Alors, Céline, je revois votre. Inscrivez-vous au web atelier dont j'ai parlé, que j'ai remis le lien si vous êtes cadre sur valoriser ses atouts, les atouts de son expérience senior. Pendant 3 heures, on ne parle que de ça et on en a plein des atouts quand on est senior. Merci à vous. Merci à vous.